Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, ça y est, la NBA a repris ses droits. On a déjà eu le droit à des blessures, on a déjà eu le droit à des suspensions, on a déjà eu le droit à des fautes techniques de Draymond Green. Tout va bien finalement, la NBA est de retour. Et du coup, pour vous accompagner sur notre chaîne YouTube de Coast to Coast, on a envie de vous proposer un nouveau concept aujourd'hui, le concept tier list. Avant de vous présenter le concept tier list, j'ai l'honneur d'avoir pour invité spécial pour cette vidéo Ben de Dunk Hebdo. Salut Ben, comment vas-tu ? Eh bien, merci Tom pour l'invitation. Ça va très très bien. Voilà, on va s'attaquer à toutes les franchises NBA. Donc ça fait plaisir après un début de saison sportif. Oui, il y a eu beaucoup de matchs, hein. Pourquoi autant de matchs au deuxième jour de la saison régulière? On ne sait pas, hein, mais en tout cas, non, ça fait plaisir. Et puis, pour parler peut-être un peu de Dunk Hebdo, pour ceux qui ne Ouais. nous connaissent pas, on est donc un podcast hebdomadaire sur la NBA depuis 2016 maintenant. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Et là, on est après plusieurs mois très, très sportifs, hein, parce que l'intersaison, bizarrement, pour les créateurs de contenu NBA, c'est le plus dur. Là, on rentre un peu dans notre rythme de saison régulière avec un épisode chaque semaine sur l'actualité, sur les tendances, etc. Écoute, en tout cas, moi, en tant qu'auditeur de Dunk Hebdo, c'est ce que je te disais en off, c'est un réel plaisir de vous suivre toutes les semaines. Donc on est bien content d'avoir des bons podcasteurs et des bons formats comme ça. Donc continuez de nous régaler. Ouais, C'est vraiment merci. cool. Aujourd'hui, Ben, je t'accueille pour un format assez particulier. C'est la première fois qu'on le met en place sur cette chaîne YouTube. C'est le format tier list. Pour vous présenter rapidement le format, je pense que vous avez déjà eu écho de ce genre de tier list, que ce soit dans le monde de la NBA ou autre. Le principe, comme vous le voyez, il y a 5 catégories. Et on a 30 franchises NBA à classer par catégorie. Pour vous présenter rapidement les catégories, donc tout en haut, nous avons les favoris. On est d'accord que dans ce segment-là, c'est les équipes qui sont réellement en capacité de dire aujourd'hui, on est favori pour aller au titre, on a l'effectif pour, on va se donner les moyens pour. La seconde catégorie, c'est on vise le titre. C'est un cran en dessous, donc c'est toutes les franchises qui potentiellement aussi pourraient avoir les arguments d'effectifs, d'entraîneurs, de résultats, de continuité ou de recrutement qui font qu'aujourd'hui, c'est des franchises qui peuvent se dire, sur un malentendu, on peut aller jouer contre les favoris. Donc, c'est la catégorie contender. La troisième catégorie, ça va être on vise le mois de mai. Qu'est-ce qu'on entend par on vise le mois de mai? C'est des équipes qui ne sont pas forcément contenders ou qu'on ne considère pas comme contenders parce que effectif peut-être un peu plus court, risque de blessure à fort potentiel, changement de coaching staff potentiellement, ou voilà, des équipes qui vont essayer d'aller se qualifier sur les playoffs potentiellement. Est-ce que c'est des équipes qui auront l'avantage du terrain ou pas? En tout cas, ça va être leur objectif sur la saison à venir. Et après, sur un malentendu, voilà, aller chercher des finales de conf et en fonction des blessures ou quoi ou qu'est-ce des autres équipes, pourquoi pas. En dessous, ça va être la catégorie un petit peu fourre-tout, la catégorie on ne sait pas. C'est la catégorie voilà, des équipes milieu de tableau qui n'ont pas l'effectif pour aller viser quoi que ce soit et qui malheureusement sont aussi trop forts pour viser le bas de tableau réellement et pour aller chercher des pics de draft ou tout simplement qui n'ont plus de pics de draft. Et enfin, tout en bas, vous avez la catégorie on vise la draft. Bon, là, vous l'avez compris, hein, on est bottom, on va sortir le tank d'ici quelques semaines, quelques mois. L'objectif, c'est Cooper Flag et puis on en reparle dans quelques mois pour la saison prochaine. J'espère que tout est clair. Ben, c'est OK pour toi? Tout est clair. Eh bah parfait. Eh bah écoute, je te propose que dans un premier temps, on se concentre sur les catégories, enfin les équipes de la conférence Est. On va essayer de suivre ça dans l'ordre. Tout simplement, l'idée, comme je te l'ai dit, c'est on va sélectionner une franchise, on en discute et en fonction de notre débat, on essaie de la classer ensemble sur un segment, on essaie de se mettre d'accord. C'est l'objectif et si on n'est pas du tout d'accord, eh ben écoute, on fera 2 tableaux. Comme ça, ce sera très simple. Écoute, je te propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on y aille et on va commencer avec les Atlanta Hawks. Alors, petit rappel, nous, en tant que Français, on est concernés directement par cette franchise avec l'arrivée de notre pick numéro 1, Zachary Isaché, le départ de Dejounte Murray. Donc, pour rappel, les Atlanta Hawks avec Quinn Snyder aux commandes, il y a un bel effectif. Il y a ce qui pourrait s'accommoder à une superstar ou en tout cas ce qui s'en rapproche le plus avec Trae Young, qui a encore des preuves à faire. Tu as eu du recrutement défensif avec des Dyson Daniels, très intéressant. On a pu le voir lors de son premier match. Et puis, il y a un effectif jeune, mais assez deep finalement, avec du potentiel.
Toi, Ben, qu'est-ce que t'en penses de ces Atlanta Hawks? On ne sait pas, voilà, on ne sait pas avec les Ok. Hawks. C'est une équipe, je ne peux pas imaginer en dehors du play-in. Voilà, j'ai beaucoup de mal à les imaginer, choper, une des places, un des billets directement pour se qualifier pour les playoffs et de l'autre, j'ai vraiment du mal à les voir, vraiment, à la traîne à l'est parce qu'on va là en parler, en parlant des équipes de l'est. Il y a comme un paquet d'équipes qui vont être dans la dernière catégorie, on vise la draft. Ouais. Donc pour moi, ces Hawks-là, enfin, c'est un peu une des équipes prototypes de la catégorie, on ne sait pas. Il y a une espèce de on a remodelé l'effectif pour retourner aux premières années de Trae Young. On va beaucoup, beaucoup, beaucoup demander à Trae Young en termes de playmaking. On l'a entouré de défenseurs. À voir. Pour avoir vu des bribes de leur premier match contre les Nets, c'était assez intéressant. Ça reste du Hawks, donc il y a des périodes où c'est assez compliqué, notamment en termes de, perte de balles et il peut avoir aussi des moments compliqués en termes de création sans Trae Young. Mais c'est une équipe play-in, quoi. Donc pour moi, si on s'est bien compris, une équipe play-in, ça va dans on ne sait pas. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je t'avoue que j'hésitais un petit peu sur le on ne sait pas et on vise le mois de mai, mais peut-être que je suis un peu trop ambitieux pour ces Hawks. En fait, j'ai un réel attachement à Trae Young et je pense honnêtement que les mouvements qui ont été faits cet été, notamment avec le départ de Dejounte Murray, vont faciliter déjà l'intégration d'un joueur comme Zachary Zaché, qui a une réelle carte à jouer, je pense. On l'a vu sur son premier match. On sait que c'est un shooter, on sait que c'est quelqu'un qui peut défendre, c'est quelqu'un qui va pas ralentir le tempo. Et avec un meneur comme Trae Young, je pense que ça va être une pace assez rapide du côté des Hawks cette année. Il y a aussi le potentiel Onyeka Okongwu. Est-ce qu'il va être enfin, intégré directement dans le 5 majeur? Est-ce qu'ils vont répondre aussi aux attentes défensives qui ont été quand même des réelles problématiques sur les années passées? Est-ce que Trae Young va aussi réussir à développer encore plus son niveau de playmaking? Je trouve que Trae Young, tu vois, c'est un joueur qui est très clivant dans le sens où je considère que c'est un joueur qu'on a tendance à prendre pour acquis, alors que c'est un jeune joueur qui a déjà accompli de belles choses et qui potentiellement n'a jamais eu l'effectif pour viser une bague. Et je pense que c'est un joueur qui a de belles choses encore à montrer sur les terrains, qui est jeune et qui va avoir l'opportunité cette saison d'être réellement le meneur et le leader de cette équipe. Et j'ai envie de donner aussi un petit peu de crédit à Quinn Snyder qui était un petit peu en galère en fait l'année dernière, avec un effectif où on lui avait mis quand même 2 meneurs de jeu, un effectif assez vieillissant sans réellement de défense. Donc, mais je te rejoins quand même sur le fait de dire que c'est une équipe on ne sait pas. Là où il y a des équipes, comme tu l'as dit, dans la conférence Est, où on sait que ça va viser la draft. En fait, il y a un réel écart entre les équipes qui vont viser la draft et les équipes qui vont viser le mois de mai. Globalement, j'ai l'impression. Et c'est vrai que ces Hawks pourraient s'apparenter un peu à une équipe, on ne sait pas. Donc je te rejoins là-dessus. Ouais, dis-moi. Juste une chose, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand on regarde les prédictions à Las Vegas, les Hawks, c'est une des rares équipes NBA qui sont, dont la prédiction de bilan, c'est entre 30 et 40. Il n'y a pratiquement aucune en NBA et c'est un très beau révélateur de la position de ces Hawks. C'est-à-dire qu'ils sont plus forts que les Cancres, mais ils sont pas assez forts pour être considérés comme, une équipe de la catégorie 3, par Ouais, exemple. ouais, c'est clairement ça. C'est clairement ça. Je suis tout à fait d'accord. On est d'accord avec les bookmakers et j'ai envie de dire, je leur souhaite du bien cette année. J'espère que c'est une équipe qui va réussir à passer ce cap-là et qu'on revienne l'année prochaine en disant bah écoute, on vise le mois de mai sereinement, on vise un top 6. Je te parle pas d'avantage du terrain, mais au moins on vise un top 6. On en a marre de jouer le play-in, on a marre de jouer les 10e et 9e places. On aimerait vraiment passer un cap et je pense que finalement, cet effectif, en tout cas, je ne serais pas surpris si, en fonction de telle ou telle blessure ou de telle ou telle franchise qui galère un peu, je ne serais pas surpris que cette équipe puisse aller chercher, tu vois, un top 8. Un top 8 sur cette saison ou aller jouer un premier tour de play-in avec l'avantage du terrain. En tout cas, c'est ce que je leur souhaite. Écoute, je pense qu'on va passer sur une franchise où on va être assez d'accord, finalement. On va pas s'éterniser sur les Boston Celtics, mais il faut quand même rendre hommage aux champions. Boston qui reste dans la continuité après un titre magnifique la saison passée. On en a parlé pendant les previews, un jeune coach, Joe Mazzulla, qui a réussi vraiment à mettre en place un jeu léché. On l'a vu sur leurs 2 premiers matchs, notamment l'Opening Night, où on a frôlé un record NBA avec 29 shoots à 3 points, puis plus rien pendant 13 minutes. Assez rigolo ça. On avait entendu Jaylen Brown d'ailleurs réagir en disant
On a tellement voulu forcer le record que finalement, on a perdu nos moyens. C'était assez rigolo. Mais à côté de ça, New York a quand même fait forte impression sur ce premier match contre les Knicks. Beaucoup de shooting, beaucoup de spacing, une sensation vraiment de domination. Je ne sais pas ce que tu en as pensé sur ce premier match. Moi, ils m'ont impressionné, les Celtics. Alors, on parlera des Knicks après, du coup, je pense, Ouais. parce je trouve qu'il y a des trucs assez inquiétants du côté des Knicks dans ce match-là. Mais oui, Boston, est-ce que on va vraiment avoir ce qui a été annoncé, c'est-à-dire un Mazzulla Ball encore plus extrême? Je ne sais pas. C'est ce qu'on a vu sur le premier match de saison régulière. Il shoot à 60% à 3 points de tête. Donc, très impressionnant. Ils sont favoris largement à l'Est, largement. Peut-être à relativiser peut-être dans la grande NBA en ajoutant l'Ouest, mais aujourd'hui, dans cette catégorie, c'est le favori numéro 1, toutes conférences confondues. Il n'y a pas trop de choses à dire. C'est une des rares équipes qui reconduit le même effectif après avoir gagné un titre sur les 15 dernières années. Donc, sans aucun doute, on est favori. C'est ça, tu en as très bien parlé, le côté continuité, où on a vu que sur les dernières années, chaque franchise essayait de se réajuster, d'essayer d'ajouter des pièces, ou alors, on l'a vu à Denver aussi, des joueurs qui sont allés chercher des gros contrats ailleurs, par exemple des Bruce Brown, des Caldwell Pope. Là, vraiment, encore une fois, Brad Stevens a fait le boulot, a posé les contrats. Alors certes, financièrement, je crois qu'on est border de second éperon, mais on est encore dans les clous. C'est surtout qu'en gros, c'est pour ça qu'ils sont super favoris. C'est peut-être la dernière année de cet effectif-là. Parce qu'il y a un moment où l'effectif va être trop cher, ou contractuellement, il va avoir des problématiques qui va les obliger à casser cet effectif-là. Donc, on est favoris sans trop de débat. On est favori sans aucun doute. On est tout à fait d'accord là-dessus. À voir, moi j'aimais juste une petite. S'il faut, entre guillemets, se faire l'avocat du diable et mettre un tout petit doute sur la présence de Porzingis. Est-ce que Porzingis sera capable d'être sur le terrain? Parce qu'encore une fois, alors, on va en parler dans la conférence Est, il y a eu certains ajustements de certaines équipes, mais je pense que dans une conférence Ouest qui est de plus en plus forte, de plus en plus deep, je ne sais pas si Boston arrivera en finale cette saison et pourra se permettre de se priver de Porzingis. Donc, on espère pour eux et pour les potentielles séries de finale qui sera sur ses deux jambes et actif. Mais j'ai envie de te dire que même sans lui, quand on a vu ce qu'ils ont fait à Boston avec les sorties de banc Xavier Tillman, avec des joueurs qui sont capables d'endosser des rôles, avec Al Horford qui est encore... t'as l'impression que le mec a encore 30 ans, en fait. Lui aussi, il refuse de vieillir. Ça, je me méfierais sur une campagne de playoff, ça, par exemple. Ouais. Mais... Non, mais j'entends. Mais à côté de ça, tu as quand même des ailiers, des Tatum qui peuvent jouer 4. C'est fort. Franchement, Boston, c'est vraiment fort. Donc ouais, on est d'accord sur le côté favori. Une autre équipe, une autre franchise, où je pense qu'on va pas avoir énormément de doutes sur le classement. Là, on a parlé d'un favori. Je pense qu'on va parler d'une équipe qui vise plutôt le bottom. On va parler des Brooklyn Nets. Beaucoup de changements cet été. Un changement de coach, des départs de Mikal Bridges. Là, l'objectif est clair. On veut donner 30 shoots par match à Cam Thomas. Je pense qu'il va se régaler et il va régaler les fans de Brooklyn toute la saison en collant 30 pions de temps en temps. Mais l'objectif est clair pour les Nets. Une reconstruction qui a été très très maligne. On est allé chercher des pics de draft. L'objectif est clair. On veut aller récupérer un haut tour de draft pour la saison prochaine. Pourquoi pas du Cooper Flag? Pourquoi pas, je sais pas, du Nolan Traoré? Ou encore une fois, on arrive sur une draft qui va être assez impressionnante l'été prochain. Où est-ce que tu vois Brooklyn? On est d'accord tous les deux pour dire qu'on vise la draft? Alors, désolé, deuxième référence à Las Vegas. Las Vegas fait souvent des pronostics de bilan sur les équipes. Donc, je sais pas, telle équipe va gagner 45 matchs et il faut parier au-dessus ou en dessous. Le pronostic de victoire des Nets, c'est le plus bas sur les 10 dernières années. En termes de victoire. Ils sont annoncés à 19 et 19,5. Bref. Non, ils visent la draft. Ils auraient pu récupérer leur choix de draft. Bravo, Sean Marks. Moi, j'invite tous les gens qui nous regardent à aller voir des images de leur premier match contre les Hawks, dont on vient de parler, où ils découpent à 2 reprises des joueurs des Hawks en contre-attaque. Alors, Nick Claxton, Nick Claxton qui découpe Dyson Daniels, et ensuite, c'est Cam Thomas qui doit mettre une manchette à DeAndre Hunter. Ouais. Alors, je sais pas si c'est la folie du premier match, mais s'ils commencent déjà à être en mode boucherie sur le premier match, j'ai très très peur quand ils seront à 10 victoires et 45 défaites dans quelques semaines. Donc, à voir.
je vais être très honnête, je pense pas qu'on est sur l'équipe que je vais le plus regarder parce que Cam Thomas, c'est un joueur personnellement sur lequel j'ai quelques réserves, mais c'est une équipe qui est positionnée pour le futur, mais qui n'a vraiment aucune ambition vis-à-vis du titre cette année. Oh, Ça, c'est ouais. clair et net. Ouais, on est tout à fait d'accord. C'est rigolo d'ailleurs que je pense que ça faisait un petit moment que les bookmakers n'avaient pas envisagé une équipe avec moins de victoires que Détroit. Apparemment, c'est le cas avec Brooklyn. Euh, pour rajouter un petit complément d'information à ce niveau-là, parce qu'on est tout à fait d'accord pour dire que Brooklyn, ça vise la draft, c'est un effectif qui va, je pense, aussi être amené à bouger au cours de l'année. Sean Marks n'a pas fini sa pêche au tour de pique. Il y a encore des joueurs comme Cam Johnson qui peuvent être une vraie monnaie d'échange pour des équipes contenders et qui veulent se renforcer. À voir aussi ce qu'on fait de Nick Claxton, parce que lui aussi va avoir une vraie valeur. Est-ce qu'on essaye de construire autour d'un duo Claxton-Thomas? Je suis pas persuadé que ce soit réellement ça l'objectif, donc à voir. Brooklyn va être amené à bouger, mais on est tout à fait d'accord pour dire que Brooklyn va gentiment viser la draft et on se retrouvera dans les previews la saison prochaine. Là, on va commencer à s'amuser. On va commencer à s'amuser parce que je vois un enchaînement de 3 équipes qui vont mener à la discussion. On va commencer par la première, les Cleveland Cavaliers. Je te lance tout de suite, Ben. Où est-ce que tu vois les Cleveland Cavaliers? 3e catégorie, on vise le mois de mai. Et en fait, pour moi, c'est assez clair que c'est l'objectif de cette franchise parce que ça va être, cette année encore, je pense, une franchise qui va gagner beaucoup de matchs de saison régulière. Ils l'ont prouvé avec leur top 4. Ils sont capables de gagner des matchs. Donovan Mitchell est capable d'aller chercher un paquet de matchs. Evan Mobley fait une très bonne première rencontre sur cette saison. C'est une équipe qui a beaucoup de certitudes, notamment défensives en termes de protection de cercle. Et ça, c'est des choses qui te permettent d'aller loin en saison régulière. Mais en playoff, ils ont toujours les mêmes incertitudes. Donc, pour moi, ils sont beaucoup plus proches de la catégorie on ne sait pas, de la catégorie on vise le titre. Parce qu'il leur manque tellement de choses pour viser le titre. Il leur manque le backcourt. Il y a une vraie question au niveau de la défense. Qu'est-ce qu'on fait avec Darius Garland, qui est sur une saison clé, charnière de sa carrière? Et la question de la complémentarité Evan Mobley, Jarrett Allen sur des séries de playoffs. Et il y a la question, bien évidemment, du poste d'ailier dans une conférence où à l'aile, tu as Paul George, Jason Tatum, Giannis Antetokounmpo. Tu peux pas te ramener avec une aile aussi faible. Donc pour moi, c'est une équipe qui est un peu condamnée à espérer le 2e tour et pas plus loin. Donc ça vise le mois de mai. C'est un peu, ils sont parfaits pour cette catégorie, selon moi. Ouais, bah écoute, là encore une fois, on est complètement raccord. Là aussi, nouveau coach, Kenny Atkinson, après des JO en tant qu'assistant coach, en tout cas conseiller de Vincent Collet. On échange voilà, on échange les rôles. Aujourd'hui, Vincent Collet est devenu l'espion de Kenny Atkinson. Moi, je suis d'accord. Autant j'aime bien Kenny Atkinson, autant il n'a jamais coaché un effectif avec des soi-disant stars comme peuvent être Donovan Mitchell ou des joueurs à très fort potentiel. Il a montré de très belles choses à Brooklyn, mais avec des joueurs entre guillemets de catégorie inférieure. Et moi, je reste convaincu qu'on a dans cette équipe 2 duos où ça ne matchera pas. Garland-Mitchell, j'émets encore beaucoup d'incertitudes et beaucoup de doutes sur... On est quand même sur 2 joueurs qui aiment beaucoup le ballon, qui sont des gros porteurs de balles. Moi, Garland, ça va être une année charnière pour lui, là où Donovan Mitchell, on a un peu plus de certitude sur la qualité du joueur. Garland, ça a été compliqué l'année dernière pour lui, des blessures, des playoffs compliqués. Il a beaucoup à se faire pardonner et beaucoup, entre guillemets, à jouer cette saison. Et je reste aussi persuadé que Mobley-Allen, tu n'iras nulle part en jouant avec Mobley-Allen et avec Garland-Mitchell. J'ai été très content de voir que Mobley avait beaucoup plus la balle en main sur ce premier match contre Toronto. Encore une fois, pas de conclusion hâtive trop tôt. Ça a été une victoire facile de 30 points contre Toronto. Mais on a vu des belles choses, notamment 1 ou 2 coast-to-coast de Mobley qui récupérait le ballon et qui pouvait aller... Parce qu'il en est capable, finalement. Il a un physique et c'est un vrai joueur qui est capable de faire plein de choses sur le terrain. Mais il va y avoir à un moment donné un problème de spacing, à un moment donné à qui on donne le ballon. Et tu as très bien parlé, à l'aile, quand tu vois des joueurs dominants comme des Tatum, comme des Giannis, comme des Paul George, est-ce que Okoro et Max Strus peuvent faire le boulot? Là, j'aimais pas mal de doutes. Moi, je pense que c'est une équipe qui va être aussi pas mal amenée à bouger au cours de la saison si ça ne fonctionne pas bien. En tout cas, c'est une équipe que je vais suivre, non pas forcément pour le contenu, mais plus pour les résultats et pour les mouvements qui sont attendus un peu dans cette franchise. Donc, je suis d'accord avec toi. On vise le mois de mai. On n'est pas assez fort pour viser le titre et on reste quand même plus fort que des équipes comme Atlanta, selon moi.
Ah, totalement. En fait, s'ils sont trop calibrés pour être dominants sur de la saison régulière, après même, on pourrait même disserter sur l'effectif et la profondeur de l'effectif. En fait, ils ont aussi un problème de joueurs capables d'apporter sur des matchs de playoff. Si donc, non, c'est trop limite pour avoir de vraies ambitions. Ouais, c'est évident. C'est évident. Écoute, je te propose qu'on enchaîne sur une franchise moi, qui je pense, là, je pense qu'il va y avoir débat. Qu'est-ce qu'on pense des Charlotte Hornets? Bah, en fait, les Hornets, ils posent problème dans la catégorisation. C'est que pour moi, ils sont à cheval entre, on ne sait pas et on vise la draft parce que je crois pas que dans leur politique, ils soient amenés à viser la draft, mais il y a un monde où, à la fin février, ils sont en négatif et ils se disent: «Bon, on n'a aucun intérêt à continuer à se battre pour la 11e place» et on commence à tanker tranquillement. Après, encore une fois, pas de conclusion hâtive. Leur premier match contre les Rockets, j'ai trouvé, très encourageant. Lamelo fait un match c'est un match vraiment assez incroyable et défensivement aussi, ce qui est comme une surprise, de mon côté, par rapport à Lamelo malgré, que Brandon Miller visiblement va être un peu absent. C'est une équipe qui a des ambitions, c'est malheureusement une équipe qui moi me terrifie sur le poste à l'intérieur. Ils ont pas assez d'intérieur et on va faire la liste petit à petit des secteurs intérieurs de l'Est et on va voir que c'est une très, très grosse problématique, hein, de pas avoir de Ouais. de secteur intérieur à l'Est. Donc si j'étais amené à choisir, bon, c'est le début de saison, on est optimiste. Je vais les mettre dans on ne sait pas, mais ils sont aux portes de on vise la draft. Ok. Eh ben écoute, moi je suis un petit peu plus optimiste que toi. Parce que, en fait, je sais pas si je suis optimiste ou si c'est une espèce de fausse idée ou de rêve que je me fais avec cet effectif-là. Là aussi, nouveau coach, on allait chercher Charles Lee, ancien assistant coach de Boston. Donc on ramène un cerveau au basket. Il y en avait besoin. Moi, je pars du principe et du postulat suivant. Si la Melo Ball est sur ses deux jambes, ce qui est très rare, c'est un pari aujourd'hui de dire que la Melo va être présent 70 matchs. J'ai hâte de voir l'évolution de Brandon Miller. Il y a des joueurs, je pense, dans cet effectif qui sont talentueux et des joueurs qui peuvent apporter l'expérience qu'ils n'ont pas pu apporter l'année dernière, comme des Grant Williams ou des mecs comme ça. Il y a le côté aussi où il y a du potentiel brut à développer, comme des Tidiane Salin, qui je pense, on le sait, on l'a vu, on a vu que ça finalement. On sait que c'est un gros bosseur et c'est un mec qui va vouloir se développer et qui va pas être réticent à faire des tâches défensives et à avoir des vraies missions. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de talent dans cette franchise et que j'ai envie en fait de les voir dans on ne sait pas. J'ai pas envie de les voir encore une fois bottom, à perdre encore une année de Lamelo, à perdre une année aussi de Brandon Miller. Je me dis que c'est un effectif qui, si les choses fonctionnent bien, il y a un monde où ils sont pas beaucoup moins forts qu'Atlanta. Je suis parti aussi sur ce postulat dans mes previews et dans mon classement. Moi, c'est une équipe que je vois terminer 10e. Donc, je pense que c'est une équipe qui peut aller accrocher le play-in. Et en fait, j'ai envie de voir ce que cet effectif est capable de faire. Là aussi, comme tu l'as très bien dit, il y a des vrais manques, notamment dans la raquette. Il y a un manque de profondeur à l'intérieur, il y a un manque de taille, il y a un manque de joueurs costauds. Est-ce qu'ils vont être aussi amenés à faire des moves dans l'année en fonction des résultats? Peut-être, à voir. Mais en fait, c'est une équipe où j'ai plus envie de les voir progresser que de me dire ouais encore une fois on va se retaper une saison où la Mélo il va être à un niveau All-Star pendant 2 mois et dans 2 mois il va se faire une cheville et fin de saison quoi. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui est délicate à placer. Écoute, si t'es ok, allez, je te propose qu'on les mette dans les on ne sait pas, à Mais côté d'Atlanta. pour moi, enfin, si à ce stade-là de l'exercice, ils sont plus proches d'Atlanta que des Nets, en fait. Et globalement, on va y revenir, mais il y a une bataille qui semble s'annoncer à l'Est pour la dernière place au play-in, parce en fait, si tu comptes Atlanta un peu au-dessus, il y a 9 équipes qui se détachent. Ouais, Et les Hornets ont un dossier solide pour être la 10e équipe, clairement. ouais, carrément. Bah tiens, je pense qu'on va rester dans la catégorie des on ne sait pas. Et on va enchaîner sur les Chicago Bulls. En fait, la catégorie on ne sait pas, selon moi, et dis-moi si t'es ok, c'est la définition même des Chicago Bulls sur les dernières années. Tu as un effectif avec du talent, tu as des blessures dans tous les sens, tu as un coach qui, je ne sais pas encore ce qu'il fait à Chicago, tu as un general manager qui, je ne sais pas encore pourquoi il est en place. Tu as des joueurs qui voulaient partir l'année dernière comme des Zach LaVine, mais qui n'avaient plus finalement de valeur financière. Il y a eu des blessures qui n'ont pas pu bouger. Tu perds DeRozan gratos. Tu récupères Josh Giddey contre Caruso.
Donc, tu accumules aussi pour moi un petit peu du talent de playmaking sur tes postes de meneur avec le retour de Lonzo Ball. Encore une fois, est-ce qu'il sera capable de jouer beaucoup de matchs avec le développement de Kobe White? Qu'est-ce que tu en penses de Chicago? Bah, c'est dur parce que là, on doit parler du terrain. Alors sur le terrain, ils ont un problème, ils vont avoir des problèmes en termes de playmaking, notamment avec en fait, Josh Giddey, c'est pas un joueur assez fort pour que les compromis qu'il t'impose soient justifiés. Et en fait, ça Ouais. s'est vu dès le premier match. Je salue Adrien qui fait partie de notre équipe chez Dunkebdo et qui est fan des Bulls, qui a du coup a voulu se défenestrer devant la performance de Josh Giddey, Ça parce que s'entend. c'était compliqué. Hem, Où les placer? Bah, le fait est que leur effectif, en fait, sur le papier est extrêmement, entre guillemets, hein, extrêmement riche relativement à voilà, où ils sont annoncés. Le problème, c'est que entre l'effectif qui démarre la saison, celui qui sera là en janvier et celui qui sera là à la fin de la saison, on ne sait pas, où sera fait le changement. Deuxième chose, c'est la politique au-dessus du front office. Mm. Peut-être que le front office demandera de faire jouer un tel et un tel pour maximiser la valeur de transfert. Donc c'est une équipe qui est très compliquée à en fait, c'est peut-être l'équipe pour laquelle en NBA, le front office a le plus d'influence sur les joueurs qui vont être mis sur le terrain parce qu'il y a une volonté de mettre en avant certains profils. Après, il y a des profils qui sont assez intéressants, juste que leur spacing est problématique et que ça fait partie de ces équipes. Tous les ans, on en a au Media Day qui promettent qu'elles shooteront plus de 3 points, mais je suis très pessimiste sur qui est en capacité d'augmenter son volume à 3 points dans cette équipe pour apporter de l'attaque. Donc, pour moi, ils vont dans les on ne sait pas. Par contre, et là, je me différencie peut-être d'une partie de la fanbase NBA. Pour moi, il y a un monde où ils finissent devant les Hornets, hein. C'est pas un monde surprenant. Ok, ok, ok. Ça s'entend. Et ça s'entend encore une fois en termes de talent pur dans l'effectif. Tu prends des Zach LaVine, tu prends des Vucevic, tu prends des Kobe White. Euh, tu as un effectif qui est plus expérimenté, qui est potentiellement plus fort sur le papier. Enfin, j'ai envie de te dire, à l'heure actuelle, qui est le meilleur joueur des deux franchises confondues? S'il est sur ses deux pieds, c'est pas choquant de dire Zach LaVine. Mmh. Mais je t'avoue que, en fait, là, pour le coup, c'est vraiment un ras-le-bol de cet effectif. C'est un ras-le-bol de cet effectif, c'est un ras-le-bol de Billy Donovan. Je sais pas ce qu'il fait encore en place. Je me dis que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. T'as pas réussi avec un effectif qui était assez cool finalement sur le papier. Bah, tu réussiras encore moins avec un effectif qui, selon moi, ne s'est pas renforcé cet été. Tu l'as très bien dit. Moi, je pense que c'est un effectif qui va aussi pas mal bouger. En fait, je leur souhaite aussi à un moment donné. C'est très bien les pré-saisons de Zach LaVine qui plante 34 points. Il fait un bon premier match. On a l'espoir. On est content de revoir Lonzo Ball sur le terrain, mais t'as pas un effectif assez fort pour aller en playoff directement. Je pense que ça, on est assez d'accord Mmh. là-dessus. Ce serait quand même assez moche d'aller tanker avec un effectif comme ça. Donc, ouais, t'es pour moi la définition même de on ne sait pas. Après, de les mettre devant ou derrière les Hornets, là-dessus, je t'accorde le fait de dire qu'on peut les mettre devant à l'instant T. Ça me dérange pas. Bah, en fait, pour moi, ça serait pas surprenant qu'ils finissent devant, mais si tu me demandes à l'instant T, je mettrais peut-être les Hornets devant. Mais pour moi, c'est peut-être un scénario qui est pas assez envisagé par une partie de la commu NBA. C'est mm, qu'il y a un monde où Lonzo rate 30 matchs, où, comme d'habitude, à l'intérieur, les Hornets sont limites et les Bulls font les minima, quoi. Ouais, et on retrouve pas un Josh Giddey FIBA qui collait, je sais pas, qui était à plus de 40% à 3 points cet été pendant les Mmh. JO, et tu retrouves un Josh Giddey qui tourne entre 28 et 30% à 3 points. Le vrai Zach, Josh Giddey. voilà, le vrai Josh Giddey, où Vooch est toujours pas capable de défendre. Enfin bref, c'est une équipe qui pose énormément de questions et qui est frustrante, qui frustre sa fanbase, qui frustre un peu tout le monde en fait. À un moment donné, je pense Mmh. que, comme le dit très bien Alex et Bastien chez Trash Talk, on a hâte qu'ils appuient sur le bouton rouge et qu'on passe à autre chose réellement. Et pour être aussi un petit peu suiveur de WNBA, je peux te dire que ce qui se passe aussi à Chicago et ce qui s'est passé cet été à Chicago, tu as l'impression que le front office, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, c'est une catastrophe. Donc je pense que cette ville de Chicago a besoin de renouveau dans le basket et en tout cas, on leur souhaite. On va rester à l'Est, comme on s'est dit du coup, et on va passer aux Detroit Pistons. Donc je pense qu'on va rester aussi dans les catégories inférieures. Détroit qui, là aussi, il y a eu un changement de coach. On a remercié Monty Williams et on a récupéré JB Bickerstaff. Il y a un effectif avec des joueurs de talent. Mais encore une fois, il y a une accumulation de talent sur les mêmes postes. Manque de joueurs confirmés. Arrivée de Tobias Harris cet été.
entre autres. Qu'est-ce que tu envisages un peu pour Détroit cette année? Alors, peut-être dernier point, non, je dis dernier, mais ça sera sûrement pas la dernière fois. C'est l'équipe sur lequel les parieurs mettent le plus le over. Donc, c'est l'équipe sur laquelle l'équipe sur laquelle les gens sont le plus optimistes, ce qui est assez surprenant, parce qu'on leur annonce 25 victoires et il y a eu beaucoup de mises en termes de nombre, pas en termes de quantité d'argent. Heu, alors, par rapport à Détroit, moi, je pense que c'est une équipe pour laquelle il y a enfin certains jalons qui ont été posés pour que Kate s'exprime un peu mieux. On a ramené du tir en quantité, on a ramené Malik Beasley, voilà, en termes de volume de tir, ça va être très intéressant. On a ramené Tobias Harris qui, certes, pose problème dans une équipe avec des ambitions, mais pourra être utile dans une équipe où, clairement, qui vise moins haut que du côté des Sixers. Même si, quel que soit le contexte, il a réussi à mettre 13 points dans son premier match. C'est quand même une performance, quel que soit le contexte, 13 points, Tobias Harris. En tout cas, pour ce qui est de la catégorie, pour moi, il visait la draft pour plusieurs points. Il y a un gros problème dans cette équipe en termes de playmaking quand Cade n'a pas le ballon. On a vu Ouais. qu'ils ont essayé certaines choses avec Jaden Ivey qui a le ballon dans les mains, Cade un peu loin du ballon, mais dans leur premier match de la saison contre Indiana, s'il y a un moment où Indiana commence, après avoir démarré tempo, s'ils tiennent, c'est parce que Cade fait un troisième quart-temps monstrueux et c'est une équipe qui manque cruellement de solutions. Et dernière chose, moi, la défense de Jalen Duren m'inquiète un peu, surtout pour une équipe où c'est un joueur qui fait partie le cœur de ton projet. Et si ton intérieur qui fait partie du cœur de ton projet pose des questions défensives, c'est un peu embêtant pour avoir des ambitions. Donc, il vise la draft, mais c'est une année où il devrait montrer plus de choses encourageantes que sur les 2 dernières où c'était assez catastrophique. J'ai même envie de te dire qu'ils ont pas le choix. À un moment donné, si tu as Mmh. envie de garder ton Cade Cunningham, va falloir aussi lui montrer que tu es capable d'aligner certaines victoires, d'arrêter d'être vraiment le paillasson de la NBA et non, bah ouais, mais c'est terrible comme mot, mais c'est ça, Détroit l'année dernière, tu allais à Détroit, tu savais que tu allais gagner. Il y avait pas de question. Tu voyais Kate qui commençait à se frustrer. Ils ont sorti le tank assez rapidement. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que tu as l'impression que tu as cette malédiction C'est une franchise qui joue la draft tous les ans depuis un certain nombre d'années et qui est incapable de bien drafter. Ou en tout cas d'avoir un haut pic. Tu as ce cercle vicieux de on est nul, on va à la draft, on n'arrive pas à choper un top 3 à part Kate sur les dernières années. Moi, je te le dis, hein, si cette année, ça tank et ça n'arrive pas à choper un top 3 de draft, à Détroit, va falloir se poser des vraies questions. Hein. Falloir se poser des vraies questions. Mais bon, ouais, non, ça vise la draft. On les met quand même au-dessus de Brooklyn, non? Oui, oui, oui. On les met au-dessus de Brooklyn, on est d'accord là-dessus. Très bien. On va passer à une équipe qui va relever un peu le niveau, parce que là, c'est bon, on a parlé assez de bottom, je pense. On va enfin parler d'équipes un peu compétitives. On va parler des Pacers. L'Indiana Pacers. L'année dernière, ça a été la darling de la NBA. Finale de la. Comment ça s'appelle? J'ai oublié le nom. L'Emirates Cup, la NBA Mmh. Cup, là. Mmh. Perdu contre les Lakers en finale, si je dis pas de bêtises. Un Tyrese qui était niveau All-Star sur les 2 premiers mois, voire limite top 10 MVP, tellement il roulait sur la ligue. Après, il y a eu blessure, ça a été compliqué. L'arrivée de Pascal Siakam, qui a montré de très belles choses. Finalement, tu t'inclines contre Boston après des playoffs magnifiques où tu sors des Bucks sans Giannis et sans Middleton. Je crois avec la perte aussi de Damien Lillard avec une blessure en fin de série. Tu arrives à te défaire de New York aussi, qui était aussi un petit peu à bout, mais tu as réussi quand même à taper New York. Et tu t'inclines contre Boston, qui était pour le coup beaucoup trop fort. Tu as fait le taf cet été, tu as signé un gros contrat Pascal Siakam, tu as le retour de Bénédicte Mathurin, tu as réussi à garder finalement ton effectif avec les forts joueurs. Qu'est-ce que tu envisages pour les Pacers cette année? Alors pour moi, c'est une équipe qui vise le mois de mai de manière Ouais. assez claire aussi et je dis ça malgré le fait que je sois, je pense, un peu moins fan des Pacers que, on va dire le nombre que le parce que moi je leur vois des faiblesses assez claires. Alors pas de conclusion hâtive, 3 fois, mais je trouve que c'est une équipe qui a des failles mentales, mais inimaginables. Ils font des turnovers, Mm. parfois, ils perdent des balles sur certains matchs, ils rentrent pas dans certains matchs. Alors, est-ce qu'on peut mettre ça sur le crédit de la jeunesse? Je ne sais pas. Moi, je leur trouve des failles mentales qui ont été aperçues en playoff, hein, notamment dans les séries, qu'ils ont réussi à gagner, qui me permettent pas, à l'heure actuelle, de les mettre un peu plus haut. Après, ils ont un effectif très profond. Ils ont une capacité avec,
Tyrese Haliburton de générer beaucoup d'attaques et il y a quand même un paquet d'attaques. Si on commence à refaire la liste des équipes dont on a parlé, il y a un paquet d'attaques à l'Est qui sont quand même extrêmement faibles, donc ça leur donne un matelas assez, confortable. Niveau défensif, ils sont pas aussi scandaleux qu'ils étaient en début de saison, mais dernier, mais ça reste une équipe qui a des grosses faiblesses à ce niveau-là, donc un peu comme les Cavs, pour moi, c'est une équipe qui va essayer de passer un tour de play-off. Voilà, c'est Ouais. l'objectif de cette année. Moi, j'ai peut-être un peu plus de certitude pour les Pacers. Alors, je reste dans la catégorie aussi, on vise le mois de mai, puisque c'est pas. Je pense que l'année dernière, il y a eu l'effet un peu darling, où il y a eu l'alignement de planète qui t'emmène aussi en finale de conf. Comme tu l'as dit, il y a encore des réelles faiblesses dans cet effectif en termes de playmaking et en termes de prise de décision. Est-ce que Haliburton va être capable de nous ressortir une saison de l'année dernière? Ou pareil, lui, il n'a pas beaucoup joué pendant les JO et il n'a jamais réellement réussi à retrouver son niveau du début de saison passée. Tu as des certitudes avec le retour de Bénédicte Mathurin qui a montré déjà de très belles choses sur son premier match en sortie de banc. Tu as une raquette qui est solide quand même. Siakam Turner, c'est une raquette qui fait envie et qui finalement pourrait matcher avec les, je pense, les top raquettes de l'Est. Mais tu as cette problématique aussi pour moi que tu vas retrouver sur l'aile. C'est peut-être là où le bas blesse pour moi. Tu n'as pas forcément un poste 3 qui te permet de passer dans la catégorie on vise le titre, malgré la profondeur et tes sorties de banc qui sont hyper intéressantes, notamment avec la révélation et l'amour que la fanbase a NBA pour TJ McConnell, ce qu'on comprend, hein, c'est un joueur qui est formidable, mais t'as peut-être pas ce poste 3 qui te permet de vraiment d'aller chercher plus loin. Donc, je sais pas si tu es OK, mais moi, je les mets dans la catégorie des Cavs, mais je les mets quand même un cran au-dessus. Je les mettrais devant les Cavs. En fait, le problème que j'ai, c'est que si tu prends la meilleure version des deux équipes, il y a un monde où les Pacers sont moins bons. Mais en fait, Ouais. si tu rentres dans un ordinateur sans simulation de playoff, je suis pas persuadé que les Pacers fassent 50 meilleures simulations que les Cavs. Parce qu'en fait, les Pacers, je trouve, comme les Cavs, ils sont beaucoup dépendants du match-up qu'ils pourraient avoir sur une campagne de playoff. Et je suis très inquiet, en fait. Moi, je fais partie de ceux qui ont tendance à relativiser la deuxième partie de saison de Tyrese Haliburton, mais dans le sens inverse des autres. C'est-à-dire que pour moi, en fait, on peut pas juste mettre sous le tapis le fait que Tyrese Haliburton ait été beaucoup moins bon. Mm. Et il y a quand même une grande question qui va se poser, c'est encore combien de temps de Tyrese Haliburton un peu en dessous avant qu'on se pose la question de Buddy Hield, en fait. Parce qu'il y a aussi la problématique Buddy Hield qui avait été perdue et ça n'a pas été le même depuis qu'il a pu ce shooter à la Buddy Hield, Tyrese Haliburton, pour tourner. Donc, c'est une équipe dont j'attends de voir si l'attaque sera aussi létale qu'avant. Donc, c'est de la négociation. Je veux bien les mettre au-dessus des Cavs, mais pour moi, ils sont. En fait, quand on va finir l'Est, je pense que je les aurai dans le power ranking très très loin de certaines équipes qui ont plus d'ambition, personnellement. Ok. Moi, je t'avoue que je l'ai. En fait, sur le talent pur de l'effectif tel qu'il est, les Cavs sont meilleurs, je pense, dans la globalité de l'effectif et dans le talent pur individuel des joueurs, notamment du 5 de départ. Mais je reste aussi dans mon questionnement sur le fit, sur le terrain, sur comment dire, les compétences de ton coach à s'adapter et à s'adapter notamment en playoff. Et en ce sens, je les mets un tout petit cran au-dessus des Cavs. Alors, pas à des années-lumière, mais tu vois, si demain, il y a une série de playoffs Cavs-Pacers, bah, je ne serais pas choqué que les Pacers gagnent, en fait. Je Non, ça l'oriente se un peu défend. comme ça. Je l'oriente un peu Non, comme ça ça. se défend. Et écoute, de toute façon, c'est un classement qui sera potentiellement amené à bouger. Je pense que dans un premier temps, on peut partir là-dessus et on verra en fonction s'il y a besoin de faire des ajustements ou quoi ou qu'est-ce. On enchaîne à l'est et on va du côté de la Floride. Bonjour le Heat, bonjour le Miami Heat, l'effectif qui n'est jamais au complet. Le Heat, ça va poser pas mal de questions. Le Heat, ça va poser pas mal de questions parce que tu as un Butler vieillissant qui a encore un gros contrat. Tu as un Bam Adebayo qui, je pense, est dans son prime. On l'a vu pendant les JO. Je ne sais pas si Bam a déjà été aussi fort dans sa carrière. Moi, je le trouve impressionnant des deux côtés du terrain. Tu as perdu un peu de profondeur de l'effectif avec des Martin qui ont rejoint Philadelphie et tu t'es pas réellement renforcé. Tu comptes aussi sur les retours de Terry Rozier qui ont été blessés pendant les playoffs, les présences de Tyler Herro, de Duncan Robinson. Est-ce que on va se retrouver encore une fois avec un Miami Heat qui va faire une saison lambda,
et qui va arriver pendant les playoffs. Et dans ce cas-là, on joue à pile ou face. Tout le monde est là et c'est le poil à gratter ultime. Et tu as encore des stars blessées. Et tu te retrouves avec Jimmy Butler qui, entre deux bières, te dit oui, mais si j'avais été là, on aurait tapé Boston. Pour moi, je les mettrais dans la même catégorie que les Pacers et les Cavs. Il y a un an, je les aurais peut-être mis un poil au-dessus, mais maintenant, je commence à avoir de vraies questions sur Jimmy Butler. On a chez Dunkebdo, on a un classement qu'on appelle le DH20 des 20 meilleurs joueurs NBA. Et moi, c'est une année où j'ai vraiment sanctionné Jimmy Butler parce que pour moi, on est peut-être au début de la fin. Ça serait très dur de dire ça, mais sur un joueur, il y a des vraies questions en termes de capacité à assumer de la charge offensive, à prendre des responsabilités, à répéter les efforts sans être absent. Et quand ton potentiel meilleur joueur, ou en tout cas le joueur qui est censé être le meilleur joueur de ton effectif, il y a autant de questions sur lui en termes de responsabilité, de prise de responsabilité sur le terrain, ça m'effraie. Bam est extraordinaire, c'est un joueur que j'adore. Et Bam, cette année, je croise les doigts, peut-être va ajouter cette dimension du shoot à 3 points en volume, ça serait extrêmement intéressant. Après, je trouve qu'on se fourvoie un peu sur la vraie qualité profonde de cet effectif. C'est pas un effectif si qualitatif que ça. Donc, pour moi, c'est clairement une équipe, encore une fois, qui, je promets, je vais pas dire ça pour toutes les équipes à l'Est. Pour moi, il y en a qu'une autre après eux qui seront dans cette catégorie-là, qui vise, qui va essayer de passer un tour de playoff, et c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Du coup, par rapport aux Cavs et aux Pacers, on les met un cran devant ou... Là, c'est chiant en fait, parce que si je reprends ma métaphore de la simulation, eux, il y a 10 simulations, ils sont en finale de conf en fait. Mais je crois Ouais, pas, dans ces 10 simulations-là en ouais, fait. je suis d'accord. Je suis d'accord. Moi, je les mettrais après les deux. Ouais, je pense. Je pense aussi parce que c'est une équipe qui est, encore une fois, coachée par le meilleur coach NBA depuis des années, qui est capable de développer des talents comme des Jaime Raquez, des mecs comme ça. Mais il y a un moment donné aussi où tu as un Jim Butler vieillissant, vachement injury prone. Tu as un Tyler Hero qui est dans des rumeurs de transfert depuis des années. Et je sais pas ce qu'il fait encore en Floride. Hein. Je pense qu'en fait, ils ont toujours tout simplement pas réussi à le trade et qu'ils sont bloqués un peu avec son profil. Allez, je te suis. Je mets Miami derrière les Cavs et les Pacers. On va partir là-dessus et comme d'habitude, bien évidemment, on se trompera quand on les verra en finale NBA au mois de juin. On enchaîne avec les Bucks. Tiens, je pense que là, on va peut-être aller titiller on vise le titre. Clairement, ils visent le titre parce que, alors, il va y avoir des équipes dans ce cas-là. En fait, il y en a peut-être 3. Ouais, il y en aura 3, je pense, sur les 2 conférences où, pour moi, il y a l'astérix en bonne santé. Parce qu'effectivement, si Middleton, Middleton est encore blessé. Middleton, j'entendais ça dans un podcast américain, c'est le Kawhi de l'Est, hein, en fait, hein. Il y a un moment où il faut commencer à se poser cette question, mais ils visent le titre parce que quand les 3 sont là, spoiler alert, pour moi, quand les 3 sont là, donc les 3, Lillard, Giannis, Middleton, c'est le plus gros danger pour Boston à l'Est. La Ouais. seule question est de savoir quand est-ce qu'ils sont là. Mais ils ont un top 3 NBA, c'est une équipe qui roule sur la saison régulière en général, qui la plupart du temps a l'avantage du terrain, donc c'est une équipe qui vise le titre, mais il y a trop d'incertitudes sur leur capacité à rester en bonne santé, la profondeur de leur effectif pour les mettre dans la catégorie numéro 1. Mais ça serait faire injure à cette équipe que de la mettre avec les Pacers, avec les Cavs et avec le Heat. Ouais, je suis d'accord. Et je vais même aller plus loin dans le raisonnement. Au-delà d'être une équipe qui, quand elle est à 100%, peut rivaliser avec Boston, c'est surtout pour moi l'une des seules équipes qui n'a pas besoin de s'ajuster au jeu de Boston pour potentiellement pouvoir les battre. Là, on a vu des effectifs essayer de s'ajuster, notamment avec des recrutements, on en reparlera avec les Knicks, avec des postes intérieurs qui peuvent s'écarter et shooter. Mais en fait, tu l'as déjà. Tu as Brook Lopez, tu as peut-être le meilleur intérieur sur ces dernières années qui a en capacité de faire ça et en même temps qui a un vrai rim protecteur. Tu as Giannis qu'on a tendance à prendre pour acquis, qui est peut-être, comme tu l'as dit, l'un des 3 meilleurs joueurs de la ligue depuis 10 ans et qui va pas s'arrêter en si bon chemin. Notamment quand on voit ses déclarations, il a conscience pleinement, je pense, de ce qui se passe cette année pour les Bucks et pour lui-même. On a vu un très bon premier match de Dame. Moi, je suis assez serein aussi sur le fait que Dame va nous sortir une grosse saison. Tu as la question Middleton, bien évidemment. Est-ce qu'il sera capable de jouer ne serait-ce qu'une 50aine de matchs et d'être présent en playoff? On verra aussi le recrutement de Gary Trent qui peut être intéressant, qui t'apporte aussi un peu de spacing et qui, si on lui demande poliment de faire quelques efforts défensifs, je pense en est capable.
Après, là aussi, il y a une faiblesse sur le poste 3 quand tu n'as pas Middleton. Tu vas devoir aller piocher très rapidement dans tes rotations qui ne sont pas forcément phénoménales. À part Bobby Portis, t'as pas. Ouais, tu vas vite être à court d'options. Donc, je suis d'accord avec toi pour dire que quand cet effectif est à 100%, je serais même pas très loin de les mettre dans mon favori. Mais beaucoup trop de questionnements sur les blessures. Ouais, et tu l'as très bien dit sur la profondeur de l'effectif, ils ont 6 joueurs en fait. Parce que Pat Connaughton, moi je trouve que c'est un joueur, ça fait 2 saisons qu'il est largement en dessous. Et après, le fait que il y avait il y avait une volonté au début de la saison dernière de mettre en place et de responsabiliser les jeunes joueurs. Doc Rivers a fait du Doc Rivers, il a fait jouer les vétérans, donc du coup, tu as pu cette deuxième année potentielle de certains jeunes joueurs. Donc il manque de pas mal de monde. Je suis assez d'accord. Mais je veux dire, leurs statistiques l'année dernière, quand les 3 étaient là, étaient vraiment, c'était une top 3 équipe NBA quand les 3 étaient là. Ouais, c'est impressionnant parce que tu coches toutes les cases. C'est-à-dire que tu as l'un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue en termes de spacing avec Middleton. Tu as l'un des meilleurs joueurs mid-range avec Damian Lillard. Tu as l'un des meilleurs joueurs mid-range avec Middleton. Et tu as l'un des joueurs les plus polyvalents de la ligue avec Giannis. Donc forcément, quand tu as ces 3 sur le terrain et qu'à côté de ça, tu as Brook Lopez qui est aussi un monstre, tu es obligé de les prendre au sérieux, quoi. Donc moi, je souhaite en tout cas pour cet effectif qu'il soit à 100%. Parce que j'ai envie de voir une équipe réellement rivaliser avec Boston à l'Est, les mettre en difficulté et voir comment eux aussi réussiront à s'ajuster. Chose qui n'a pas été le cas l'année dernière. Tiens, écoute, on va enchaîner avec une équipe qui, en parlant d'ajustement, je pense que c'était le mot d'ordre global en termes de recrutement cet été. On veut s'ajuster par rapport à Boston. On récupère Mikal Bridges, on récupère Karl Anthony Towns, on additionne les gros contrats, on met les sous sur OG Anunoby, quitte à se dépoiler un peu à l'intérieur en laissant partir Isaiah Hartenstein et Julius Randle. Qu'est-ce qu'on pense des Knicks ? Alors, j'ai l'impression de répéter cette phrase tout le temps. Je suis moins fan que la majorité des Knicks. Alors, parce que je le dis pas pour les équipes que je préfère. Par exemple, je pense que je préfère les Bucks à la majorité. Les Knicks, moi, pas de conclusion hâtive, je suis terrifié par leur premier match pour plusieurs raisons. C'est un premier match où ils prennent 5 rebonds offensifs. C'est leur J'ai cherché après le match. L'année dernière, il y a seulement 2 matchs dans toute la saison régulière où ils ont pris 5 rebonds offensifs ou moins. C'est une équipe qui se basait sur les rebonds offensifs. C'était la première de la NBA, ils prenaient 32% de rebonds offensifs de tête. Et en fait, moi, je suis très inquiet par leur ajustement et j'ai l'impression qu'ils sont trop obsédés par l'idée de potentiellement battre Boston. Et alors déjà, pour moi, j'ai un gros problème dans la manière dont ils font ça parce qu'ils font une copie sur certains aspects un peu moins bonne que Boston, mais je pense qu'il parie sur un Jalen Brunson extrêmement dominant. Qu'est-ce que tu fais à l'intérieur ? 24 minutes de Jericho Sims, non. Enfin, c'est extrêmement compliqué pour une équipe. C'est compliqué, hein. Et même visuellement, c'est compliqué Jericho Sims sur un terrain de basket en NBA. C'est très chaud. Après, ils ont cette capacité à l'aile, ils ont Jalen Brunson qui s'est révélé comme un joueur qui se classe assez facilement dans le top 20 NBA. Donc pour moi, ils visent le titre, mais il y a un moment dans l'été, après notamment le trade de Towns, où j'entendais, par exemple, chez les Américains, qu'il y avait il y avait le favori Boston à l'Est et il y avait les Knicks dans leur catégorie à part. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce constat-là. Pour moi, ils sont dans la catégorie des Bucks et je suis trop inquiet par leur rotation à l'intérieur. Je suis trop inquiet par le fait qu'ils n'ont pas de pivot remplaçant, en fait, les Knicks à l'heure actuelle. Donc, ils vont peut-être devoir se taper Embiid, Giannis et d'autres équipes qui sont assez véloces à l'intérieur avec un Towns qui prend beaucoup de fautes, potentiellement. Donc, c'est un effectif qui est ronflant, qui a de la qualité, mais perso, pour moi, c'est vise le titre et je les mettrais même en dessous des Bucks. Ouais, j'entends l'argument. Moi, j'étais assez optimiste sur le recrutement, notamment de Mikal Bridges. Alors, bien évidemment, il y a toutes ces questions autour du shooting, mais encore une fois, ça me fait rire. On essaye de nous faire croire qu'avec la modification de sa prise de shoot, il est devenu un shooter médiocre. Si je dis pas de bêtises, Mikal Bridges, c'est un joueur qui tourne à pas plus de 3 shoots à 3 points par match depuis son entrée en NBA. C'est-à-dire que c'est pas non plus un joueur qui est réputé pour être un artilleur. Voilà. C'est un excellent défenseur et du coup, en ce sens, je pense qu'il va très bien fitter avec l'effectif. Moi, je pense que Kat va aussi montrer de très belles choses, notamment offensivement. Moi, je pense que défensivement, on a été aussi un petit peu endormi par le fait qu'il soit à côté de Rudy Gobert,
en fait, quand tu joues à côté de Rudy Gobert, bah, tu es forcément mis en avant défensivement parce qu'il coche et il comble tellement de manques qu'il va y avoir à côté que voilà, bah, si tu fais le minimum syndical, on te considère comme bon défenseur. Tu parlais du manque de rebonds offensifs avec les départs d'Hartenstein et la blessure de Mitchell Robinson jusqu'à janvier. C'est sûr que Jericho Sims ne va pas combler ces manques-là. Encore une fois, je comprends pas que dans une ligue de 450 joueurs, ce mec-là ait un rôle entre guillemets aussi important dans un effectif qui a de si grandes ambitions. Le seul petit point positif en tant que Français, c'est qu'avec toutes ces blessures, bah, peut-être que pas comme Dadier, comme lors du premier match, va avoir des minutes. Donc ça, c'est cool. Mais pour en revenir concrètement sur les ambitions, moi, je suis d'accord avec on vise le titre. Et je suis d'accord aussi avec le fait de dire que si, avec les deux effectifs à 100%, je vois les Bucks plus forts que les Knicks pour le moment. Donc, je suis d'accord, on va les mettre on vise le titre, mais derrière les Bucks. On retourne en Floride avec un effectif qui, moi, me plaît énormément, avec un joueur qui, je ne comprends pas pourquoi on ne parle pas plus de Paolo Banchero dans cette ligue. Vraiment, c'est un manque de... Je ne sais pas si c'est le fait qu'il joue à Orlando qui fait qu'on n'a pas forcément envie de le mettre en avant, mais on oublie que c'est un joueur qui est très très jeune et qui a déjà des accomplissements de fou furieux, qui a failli poser une série de playoffs avec un match-up l'année dernière contre les Cavs, qui l'aurait fait, je pense, passer à un statut différent encore une fois. Alors à toute proportion gardée, c'est ce qui se rapproche le plus du début de carrière, en tout cas visuellement et dans sa façon de jouer, de LeBron James quand il est arrivé en NBA. Et autour de ça, tu as eu les additions de Caldwell Pope, tu as gardé ton effectif tel qu'il est, tu as fait signer un très gros contrat à Jalen Suggs. Ça va falloir. On verra ce que ça donne d'ici quelques temps, mais j'espère que Orlando ne regrettera pas. Tu as Franz Wagner, tu as un coach qui connaît son effectif. Là aussi, on est sur de la continuité. Tu les vas où, toi, le Magic, cette année? C'est la dernière équipe que je vais mettre dans On vise le mois de mai. Voilà. De manière assez claire parce que, alors par rapport à la non mise en avant de Paolo Banchero, j'ai plusieurs théories, dont la première, c'est la présence de Franz Wagner. Et ce duo-là, crée un espèce de schisme dans la manière dont le NBA est traité. C'est-à-dire qu'il y a une partie de NBA Twitter ou de NBA, des suiveurs NBA qu'on pourra dire un peu plus hipster, je sais pas, qui a tendance à largement valoriser Franz Wagner. Là, une autre partie de la NBA aura tendance à plus valoriser Paolo Banchero. Cet effectif-là, défensivement, il n'y a rien à dire. C'est une équipe qui sera encore extrêmement forte pour créer beaucoup de problèmes aux attaques adverses, notamment sur des interceptions, sur du contre. Je peux pas les mettre au-dessus pour plusieurs raisons. D'abord, c'est pour montrer dans la catégorie du dessus, il faut avoir plus de talent qu'ils en ont, et l'attaque, en fait. L'attaque est pas assez bonne. Il manque le spacing. Tu as parlé de Jalen Suggs. Jalen Suggs, il a fait une bonne saison à 3 points la saison dernière. Est-ce qu'il en ferait une autre aussi? Enfin, on a connu des saisons anomalies de joueurs sur une année, notamment à 3 points, à regarder pour la confirmation. Donc, je suis trop inquiet par leur attaque pour leur donner de vraies ambitions. Après, c'est un effectif qui a un peu annoncé. J'ai vu beaucoup d'Américains les annoncer comme le Thunder de cette année. En fait, l'équipe qui va passer à un cap. Je suis pas aussi optimiste, mais ils se classent assez facilement dans cette troisième catégorie. Après, moi, j'hésite entre eux et Miami dans le classement, et j'aurais peut-être tendance à mettre Miami un poil devant pour juste le talent pur d'un Jimmy Butler et d'un Bam Adebayo. Ouais, ok, tu m'as convaincu. Moi, je t'avoue que j'étais entre les mettre. J'étais plus sur le côté, est-ce que je les mets entre Indiana et Cleveland? Mais c'est vrai qu'en prenant l'effectif tel qu'il est, tu as plus de talent quand même à Cleveland. Tu as plus de certitude à Miami quand tout le monde est là. Tu as un effectif encore très jeune, très très jeune à Orlando. Le spacing va être un petit peu comblé par Caldwell Pope, mais c'est pas non plus Steph Curry. Donc ouais, allez, je te suis. On les met dans ce range des équipes de l'Est. Je suis d'accord pour dire que c'est la dernière équipe de On vise le mois de mai. En fait, le problème des Cavs, c'est qu'on a déjà vu 2 itérations d'eux en playoff et on sait, en fait. Donc du coup, on a tendance à être un peu, je pense, un peu plus négatif sur eux, à juste titre. Ouais, non, je suis d'accord avec toi.
Je pense qu'on va retourner dans la catégorie on vise le titre. Et on va du côté de Philadelphie. Bonjour Philadelphie, bonjour Daryl Morey. Que dire de cette équipe? Les arrivées de Paul George, les arrivées de beaucoup de joueurs cet été, du Caleb Martin, du André Drummond, du Gershon Yabusele. Vraiment un effectif qui a été énormément renforcé, selon moi. Tu as eu le départ de Nico, mais tu as eu des bons ajustements. Tu essayes en fait de combler les absences potentielles de Joel Embiid qui vont être de plus en plus présentes. Lui-même a annoncé qu'il jouerait plus de back-to-back. Là, on commence la saison avec une absence de Paul George et de Joel Embiid pour le début de saison. Donc beaucoup de choses vont reposer sur les épaules de Tyrese Maxey. Je pense qu'il n'en a pas peur et je pense que c'est un joueur qui est capable de prendre ce début de saison de Philadelphie en main. Et encore une fois, c'est un effectif à 100%. Mais je me demande même si cet effectif à 100% n'est pas plus fort que celui des Knicks, en fait. Qu'est-ce que tu en penses? J'aurais tendance à dire oui. Si on reprend ce scénario d'un potentiel Knicks Sixers, moi je suis terrifié par Karl Anthony Towns qui doit défendre 48 minutes sur Joel Embiid. En fait, pour moi, c'est terrifiant. Et j'en ai pas parlé, je reviens un peu dessus sur la catégorie Knicks. Moi, je n'ai aucune confiance dans la capacité qu'aura Mitchell Robinson à rester en bonne santé sur 4 séries de playoffs, en fait, C'est potentiellement. évident. Donc, après, on peut me répondre à juste titre que quel crédit on peut mettre sur cette capacité des Sixers à rester en bonne santé? Aucun. Zéro. C'est pour ça que je pense que sur le papier, ils sont plus talentueux. Et je pense même que sur le papier, à 100%, il y a même un monde où tu peux amener un débat avec les Bucks. Mais pour moi, ils devraient se glisser derrière les Knicks parce qu'il y a trop d'incertitudes blessures, en fait. Il y a Ouais. trop d'incertitudes blessures. C'est frustrant, j'ai envie de te dire, parce que encore une fois, on est dans un effectif, tu vois, on disait tout à l'heure ça pour les Bucks. Quand ils sont au complet, tu as l'un des 3 meilleurs joueurs du monde actuellement. Tu as l'un des meilleurs two-way players de la ligue avec Paul George. Et tu as l'un des jeunes les plus talentueux aussi avec Tyrese Maxey. À côté de ça, tu as une vraie profondeur d'effectif. Tu as un coach qui connaît le chemin du titre avec Nick Nurse, qui là cette année a toutes les cartes en main. Mais tu as cet aspect blessure. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'ai envie de les intercaler entre les Knicks et les Bucks. Ouais, je peux te donner ça. Moi, c'est juste ce qui me terrifie, c'est que à la fois dans un potentiel Knicks Sixers, encore une fois, si les Sixers sont en bonne santé, c'est pour ça que j'ai voulu limite les sanctionner. Il y a non seulement la problématique Embiid, mais on l'a déjà vu sur la dernière série entre les deux équipes. Les Knicks ont un vrai problème pour défendre Tyrese Maxey, en fait. Sur le premier pas, ils ont personne dans l'effectif qui est capable de le tenir. Donc, je suis un peu inquiet. Ouais, et paradoxalement, par contre, ils ont des vrais éléments pour gêner Embiid. Tu vois, tu parlais de 4 l'année dernière, c'est OG Anunoby qui est sur Embiid. Alors, un Embiid qui est bien évidemment limité physiquement, mais on sent que c'est un profil défensif qui l'embête. Hein. Ce genre de profil un peu moins costaud, certes, mais beaucoup plus mobile, qui va pas avoir peur de lui rentrer dedans. Il y a aussi des Josh Hart, il y a des Mikal Bridges qui peuvent aller l'embêter. Donc, c'est vraiment 2 équipes, les Knicks et les Sixers, que je mets vraiment dans le même range. Mais encore une fois, si je pars du postulat que tout le monde est sur le terrain à 100%, il y a un peu plus de talent côté Philly. Et notamment avec l'addition de Paul George. C'est là où l'exercice est un peu négatif pour les Knicks. C'est parce que si tu me demandes vraiment de parier tout mon épargne que je n'ai pas, du coup, je parierais mon épargne qui va en finale de conf contre Boston. Je parierais peut-être les Knicks parce que c'est eux qui te posent le moins de questions. Mais en termes de plafond de qualité d'effectif, je les mets 4e dans cette catégorie-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, écoute, mon pauvre Ben, j'ai bien peur qu'on retourne un petit peu dans les abysses de ce tableau pour terminer la conférence Est. On va aller au Canada rapidement. On va pas s'éterniser trop sur ces franchises-là parce que derrière on parlera de l'Ouest. Mais on va quand même donner un petit peu de temps à Toronto. Toronto qui a énormément bougé la saison passée avec les arrivées de Quickly, de Barrett, les départs de OG Anunoby et de Siakam. Cette année, tu donnes entre guillemets les clés de la franchise à Scottie Barnes. Tu donnes aussi du temps à tes jeunes joueurs de se développer. On est d'accord pour dire que Toronto, ça vise la draft? Exactement. Alors,
Pas de conclusion hâtive. Leur premier match est abominable. Mais abominable, abominable, hein. Je sais pas si, les gens se souviennent il y avait eu ces premiers matchs pas des Sixers, des Suns, il y a quelques années, à l'époque, Bledsoe et cetera, où ils sont catastrophiques sur le début de la Mm. saison. On est sur ce genre d'idée, hein, avec Ouais. les Raptors qui ont alors un effectif plus que juste, c'est-à-dire qu'eux, dès qu'il y a un joueur de leur effectif, de leur 5 de départ, pardon, qui est blessé, il y a personne derrière. Kelly Olynyk en backup pivot, C'est que se compliqué, hein. passe-t-il? On est en 2024, pourquoi? Quelle idée? Non, c'est extrêmement compliqué et moi, je trouve qu'on en parle pas assez de cet effectif-là dans le sens où eux, c'est un candidat, non assumé à Cooper Flag, hein. Il y a un Ah monde ouais. où ils démarrent très, très mal et où Cooper Flag, leur tombe dedans. Ce qui me ferait vraiment marrer parce que le prospect américain, le joyau américain tombe au Canada, ce serait un petit peu un pied de nez qui serait assez marrant Ah bah envers les Américains. ce serait fou et c'est pour ça que je pense que plus le temps passe et moins ils vont s'en cacher. Après, est-ce que Cooper Flag a envie de terminer à Toronto? La réponse est non, officiellement. Mais ouais, cet effectif est beaucoup trop court vêtu. Il y a du talent avec des Quickly, des Barrett, des Barnes, ok. Mais t'es quoi? T'es plus fort que Détroit? Ok. Mais par contre, selon moi, t'es moins fort que des équipes comme Charlotte et Chicago, quoi. Et Ouais, Atlanta, j'en parle même pas. tu moins fort qu'eux et il y a en fait, l'effectif est encore construit de manière bizarre, c'est-à-dire que tu mets beaucoup de responsabilités sur Scottie Barnes. Si Mm. Scottie Barnes fait pas les minima en termes de création pour les autres, je vois pas où ils attaquent, en fait. Je vois pas comment Ah, ils attaquent. ouais, bah ça va être du. Tu paries sur le quickly à la Cam Thomas où tu vas lui dire bah écoute, vas-y, mon grand, t'es un pétard ambulant, mais bon, à un moment donné, c'est pas ça qui te fait gagner des matchs. Donc ouais, écoute, on les met quand même devant Détroit ou pas? Oui, oui, parce que Allez, il y a plus de talent, mais c'est compliqué. c'est pas non plus la folie, hein. C'est pas non plus la folie. Et pour finaliser cette conférence Est, eh ben, écoute, je pense qu'on va parler français plus que jamais. Hello Bilal Koulibaly, hello Alexandre Sarr, hello Kyle Kuzma. Qu'est-ce que tu Qu'est-ce que t'as fait, Kyle Kuzma? Qu'est-ce que c'est que ce premier match de saison régulière? T'es tombé sur la vidéo du résumé du premier match de Kyle Kuzma là? Oui, oui, Oh la quel grand vache! match. Oh la J'ai vache! j'ai regardé un peu je regarde en général en début de saison les mauvaises équipes. Du coup, les Wizards sont dans le lot. Alors il y a eu des signes hyper encourageants. Je sais qu'il y a eu pas mal de tweets sur Alex Sarr et sa défense sur Tatum. Il défend bien sur l'action. Elle Il y a est ces fameux excellente. Elle est il défend très excellente sa bien. défense. Il tape juste un top 10 NBA qui peut tirer sur lui. Donc, malheureusement, ça arrive au meilleur, hein, donc ça peut lui arriver. Non, ils sont dans la charrette. Ils sont dans la charrette et clairement, ils sont en reconstruction. Donc, c'est normal qu'ils visent la draft. Après, c'est une saison, ils doivent avoir peut-être des confirmations que Bilal prenne un peu plus une dimension offensive parce que c'est déjà un joueur qui est responsabilisé sur des forts attaquants. Ça, c'est pas mal. Mm. Que Jordan Poole, fasse mieux, ce qui est pas demandé, je lui demande pas beaucoup parce que faire pire que la saison dernière, ça serait compliqué et puis d'avoir des flashs d'Alexa, mais c'est une équipe qui vise la draft parce que l'effectif est d'une faiblesse abyssale. Donc, Ouais, c'est évident. Tu t'es séparé de Denis Avdia, qui était l'un de tes plus gros potentiels cet été. Tu vas pas trop tarder à te séparer de Kyle Kuzma. Par contre, ce serait bien qu'il fasse des matchs un peu plus intéressants pour essayer de récupérer au moins un ou deux pics de draft. Ne sait-on jamais. En ce sens, ça offre potentiellement, comme tu l'as dit, des opportunités pour Alexandre Sarr à être très rapidement intégré dans le 5 et avoir des minutes. Moi, en effet, j'aimerais bien voir Bilal avec un peu plus de responsabilité. Il a pris que 2 shoots sur le premier match. Alors, il sort une très belle ligne de stats, mais bon, c'est un joueur qui doit tourner sur sa deuxième saison plus autour des 10 shoots par match. Il peut pas être cantonné à 2 shoots et ça va falloir que Jordan Poole et Kyle Kuzma intègrent le fait que c'était pas eux l'avenir de cette franchise, c'est Bilal. Et en ce je pense sens, qu'il faut les dégager pour qu'ils pour ouais. qu'ils intègrent ça. Mais le problème, c'est que qui en veut? Personne. Enfin, t'as Bah, aucune équipe qui vise quoi que ce soit et qui veut récupérer Jordan Poole en l'état, quoi. Poole, c'est compliqué. Après, Kuzma, c'est compliqué aussi, hein. Kuzma, il y a une équipe qui pourrait parce qu'en fait, on a vu Kuzma dans la bulle avec les Lakers. Donc, il y a une équipe qui pourrait. Les équipes NBA arrivent à avoir des Oui, mirages, hein, et arrivent à se convaincre très facilement. ah, bien sûr. Après, ça reste compliqué. Mm. On fait quoi? On les intercale entre Toronto et Détroit ou t'es plus à les mettre entre Détroit et Brooklyn? Détroit et Brooklyn, Ouais. vraiment.
Et pour moi, il y a même un vrai gap entre ces deux-là et Détroit. Et les deux autres, ouais. Ouais. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bon, bah écoutez, les amis, on va vous faire un petit récap de ce qu'on donne à l'Est. Bah écoute, pas de grosses surprises avec Boston seul réel favori, suivi par ce trio d'équipes qui visent le titre en fonction des blessés, Milwaukee, Philadelphie, les Knicks. On a ces 4 équipes aussi qui questionnent et qui peuvent encore une fois se présenter en tant que darling et poil à gratter que sont Indiana, Cleveland, Miami et Orlando. Des équipes mid-range où on ne sait pas trop ce qu'ils vont faire et finalement, ce pas des équipes qu'on va énormément suivre entre Atlanta, Chicago et Charlotte. Et la course au tank, la course à la draft à Cooper Flag entre Toronto, Détroit, Washington et Brooklyn. Bah écoute Ben, je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon sur la conférence Est. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre vidéo sur la conférence Est et qu'on va se retrouver dans quelques minutes pour parler de la conférence Ouest. Allez, à tout de suite.